Bonjour, je suis Léandre Plotitza, élève en terminale spécialité HGSP. Aujourd'hui, dans l'écho des rencontres, nous avons le plaisir de recevoir Renaud Châtelu, ancien inspecteur de l'AIEA, donc Agence internationale de l'énergie atomique, qui, après son intervention le 2 mars dans le cadre de notre cours d'HGSP, a gentiment accepté de répondre plus en détail à nos questions sur sa profession. Nous allons tout d'abord aborder son métier à l'AIEA, puis nous verrons des enjeux plus géopolitiques et environnementaux par rapport au nucléaire. Donc, bonjour Monsieur Châtelu et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. Bonjour à vous aussi. Donc, première question, pouvez-vous simplement nous dire en quoi consiste ou consistait votre rôle à l'AIEA ? Alors, il faut déjà commencer par le rôle de l'AIEA, puisque l'AIEA a été instaurée pour promouvoir l'usage sûr et pacifique de l'énergie nucléaire. Un certain nombre d'États se sont engagés, en fait, à ne pas développer la bombe atomique, on en parlera un petit peu plus tard. En échange, les pays qui possèdent la technologie nucléaire civile acceptaient de leur transmettre, de leur vendre la technologie nucléaire civile, qui parfois peut être détournée. Voilà. Et donc c'est le principe. Et mon travail comme inspecteur, ça correspond à une partie de l'AIEA, puisqu'il y a une partie aussi assistance, réglementation, etc. Mais mon travail comme inspecteur, c'est de vérifier, d'aller dans ces pays-là et de vérifier qu'ils se conforment bien à leurs engagements, pour rassurer la communauté internationale et puis les pays qui leur ont vendu de la technologie sur le fait qu'ils ne l'ont pas détournée pour construire une bombe atomique. Donc c'est un peu le principe. Et on le fait en visitant des installations, on va faire des inspections, on va compter, on va mesurer la matière nucléaire qui est présente, être sûr qu'il n'en manque pas. On va visiter des installations, vérifier que l'usage n'est pas détourné, il n'y a pas des usages cachés, etc. On va aussi faire un travail d'évaluation, on va regarder toutes les informations disponibles, soit déclarées par l'État, soit qu'on peut trouver publiquement, etc. Il y a plusieurs sources possibles pour essayer d'évaluer un petit peu le risque et rendre notre conclusion plus solide sur le fait que l'État n'essaye pas de développer une arme nucléaire avec la technologie qu'elle a reçue. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le traité. Sur la base de ce qu'on appelle le traité de non-prolifération, on en parlera tout à l'heure, mais il faut que j'en dise quand même un ou deux mots déjà pour situer le cadre. Donc il y a des exceptions aux pays qui se sont engagés comme je le mentionnais. Il y a déjà les 5 pays qui avaient déjà la bombe atomique au moment de la signature de ce traité. Donc ceux-là, on ne va pas leur demander de ne pas essayer de développer la bombe puisqu'ils l'ont déjà. Il y a un certain nombre de quelques pays qui n'ont pas signé et qui ont effectivement développé la bombe, comme le Pakistan, l'Inde, Israël. Et puis il faut mentionner une troisième catégorie de pays, qui sont des pays qui ont effectivement signé, mais qui n'ont pas respecté leurs engagements. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Iran, mais on peut parler aussi dans le passé de l'Irak, de la Libye, d'un certain nombre de pays. La Corée du Nord aussi est dans ce cas-là. Eux se sont engagés, donc ils n'auraient pas dû tricher en fait. Voilà. Et c'est des inspecteurs comme moi qui ont pu soit vérifier, découvrir qu'il y avait des choses cachées, soit plus souvent confirmer que le pays avait effectivement désarmé, avait effectivement abandonné son projet d'armes nucléaires. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Alors c'est un peu par hasard en fait. Moi, j'ai un profil très, un parcours très atypique, puisque j'ai fait des études d'économie-gestion, donc rien à voir avec le nucléaire. J'étais enquêteur aux douanes, donc un métier plutôt juridique, mais je me suis spécialisé sur les domaines de contrôle des exportations sensibles, des technologies sensibles, etc., qu'on ne peut pas exporter pour n'importe qui. Et c'est comme ça que j'ai été recruté à l'AIEA. Donc en fait, c'est un petit peu par hasard, et puis ça me plaisait bien. Et puis j'aime bien les aspects techniques, technologiques, etc. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'y suis allé. Jusqu'à ce que j'y sois, je n'ai jamais prévu d'aller à l'AIEA, en fait. Voilà, c'est un peu les hasards des parcours, comme quoi on peut aller n'importe où à partir de n'importe où. D'accord, très bien. Lors de votre intervention, vous nous avez parlé des différents aspects du nucléaire. Le mot nucléaire en lui-même est un mot très vaste qui englobe beaucoup d'aspects et qui a causé des décennies de désinformation, de mauvaise compréhension. Alors, comment vous définiriez simplement le nucléaire ?
Alors, pour essayer de faire simple, déjà, c'est spécifique au français. Il n'y a qu'en français qu'on a un mot pour couvrir toutes les activités, la technologie et tous les aspects scientifiques de ce domaine-là. Et en fait, c'est tout ce qui touche à l'énergie qu'on peut tirer du noyau d'un atome. De même qu'on tire de l'énergie électrique de l'énergie qui relie des électrons autour à leur noyau. Hein. On a aussi de l'énergie qu'on peut tirer des composantes du noyau, des particules, ça s'appelle les protons ou les neutrons, qui composent le noyau. Simplement, quand on va à ce niveau-là, quand on fait du nucléaire, on parle de niveaux d'énergie qui sont plusieurs centaines de milliers de fois plus puissantes que ce qui relie un électron à un noyau d'atome, que ce qu'on utilise pour faire l'électricité classique. Voilà. Donc c'est tout ça. Alors, on peut utiliser ça de façon civile, donc c'est les réacteurs nucléaires dont tout le monde a entendu parler. Hein, on va utiliser la chaleur générée par la réaction nucléaire pour transformer de l'eau en vapeur, et en fait, une grosse machine à vapeur. Avec la vapeur, on va faire fonctionner un alternateur qui va faire l'électricité. On l'utilise aussi de façon civile pour produire des isotopes, des produits radioactifs qui sont utilisés dans la médecine, qui sont utilisés dans l'industrie. Il y a pas mal d'applications auxquelles on ne pense pas, mais où ces matières sont utiles. Et puis il y a le côté plutôt sombre, hein, le côté sombre de la force, si je puis dire. C'est l'aspect militaire, puisqu'on peut aussi utiliser cette énergie incroyable pour faire des bombes. Et ces bombes, c'est en fait la seule vraie arme de destruction massive. Je veux dire, avec un petit missile sous un Rafale, on peut tuer 100 ou 300 000 personnes. Il n'y a pas d'équivalent d'autres armes qui puissent faire quoi que ce soit d'approchant, quoi. Voilà, donc le nucléaire, ça couvre tout ça. À la fois les activités, le phénomène physique et tous les enjeux qu'il y a autour. Voilà. Mais attention, si vous parlez à des Anglais, il faudra trouver un autre moyen de définir ce dont on parle, quoi. D'accord. Donc, comme vous nous l'avez expliqué, votre mission consiste à vérifier dans les pays s'étant engagés à ne pas développer l'arme nucléaire, qu'ils n'essayent pas, contre ce traité, qu'ils n'essayent pas de développer des matériaux et des armes nucléaires. Donc maintenant, une question sur vos missions en soi. Combien de temps dure une mission en moyenne? Quelles sont les conditions? Et surtout, les missions s'effectuent seules ou bien en groupe? Alors, c'est très variable selon les régions géographiques sur lesquelles on travaille. Moi, j'étais spécialisé sur l'Asie. Donc, je suis allé beaucoup à Taïwan ou en Corée où il y a pas mal de réacteurs nucléaires. Et quand on va en Asie, c'est en général 3 semaines, des missions de 3 semaines, avec 2 à 5 inspections dans chacune de ces semaines-là. Et souvent, on travaille seul. En tout cas, dans ma division, c'est un travail seul. Ce qui n'est pas évident parce on doit conduire. En général, les activités durent une journée, le plus souvent. Hein, donc, il faut finir dans la journée. Et puis, on a 10, 20 personnes autour qui attendent pour redémarrer le réacteur qui va alimenter 100, 200, 300 000 foyers. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et puis, il faut faire les choses correctement parce qu'on ne pourra pas revenir les refaire une fois que le réacteur est démarré. Donc, ça, pour un certain type d'inspection, mais c'est les plus courantes. Donc, voilà, il y a pas mal de travail seul, en fait, avec pas mal de pression. Et on fait des longues missions. Mais si on travaille en Europe, on va peut-être si on va faire vérifier en Allemagne, par exemple, ou en Belgique, on va faire des missions d'un jour, 2 jours. Ça peut être différent. Puis on peut le faire aussi accompagné par un autre organisme, etc. Voilà. Donc, vous nous avez expliqué que vous étiez basé plutôt en Asie. Et puis, plus tôt dans l'interview, on sait que les pays les plus susceptibles de développer aujourd'hui des armes nucléaires sont par exemple l'Iran ou l'Irak. Mais lors des missions, quels étaient les pays les principaux concernés, ceux qu'on devait vérifier le plus, entre guillemets? Alors, on a le même effort de vérification pour le même type d'installation. C'est-à-dire là où il y a le même risque de prolifération, l'IAEA ne travaille pas sur les intentions. D'accord ? Donc, il y a certains types de réacteurs qui peuvent être plus facilement détournés ou certains types d'activités nucléaires qui peuvent être plus significatives. Donc, s'il y en a plus dans le pays, on va faire plus d'activités. Après, l'Irak, c'est un petit peu passé puisque ça c'est à partir de 93, 94, il y avait
plus rien de programme nucléaire. Et puis, comme vous l'avez dit, l'Iran, c'est encore un sujet de grande actualité. Après, je ne vais pas aller sur le terrain politique, sur les intentions des pays, mais il faut regarder un petit peu la géopolitique, et surtout la géopolitique en ce moment. Et on voit qu'il y a beaucoup de pays qui pourraient être tentés de développer une arme atomique comme un moyen de se défendre, en fait, de dissuader toute attaque extérieure. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre mission de 2003 à Bagdad ? Alors, c'est comme ça que j'ai été recruté, c'est comme ça que je suis passé de la douane à l'AIEA. Et en fait, peu avant les bombes, je suis reparti, c'était 2 semaines avant les premières bombes. Ils ont cherché des inspecteurs, à partir de janvier, ils ont cherché des inspecteurs, des personnes capables d'organiser des perquisitions dans les sociétés de trading à Bagdad. Voilà. Et c'est un savoir-faire typique d'enquêteur douanier. Donc, c'est comme ça que je suis rentré à l'AIEA. Et donc, le travail était un peu particulier. On n'est pas dans le cadre que je mentionnais où les pays s'engageaient à des choses. Là, c'était après la guerre. L'Irak était sous sanctions. Il fallait vérifier qu'il n'y ait pas d'indication qu'il redémarrait un programme nucléaire militaire qui était évidemment interdit par les sanctions de l'ONU. Pas par un engagement de l'Irak, mais par les sanctions de l'ONU. Voilà. Donc, puis vous imaginez, il y a un contexte, si vous avez suivi un peu vos cours d'histoire et d'AGGSP. Donc il y a une pression américaine énorme pour trouver que effectivement l'Irak développait un programme militaire. Et donc notre travail, c'était de faire tout ce qui pouvait être fait, de montrer qu'on avait fait tout ce qui pouvait être fait pour trouver des indications si jamais il y en avait. On n'a pas trouvé. Voilà. Mais ça n'a rien empêché, comme vous le savez, puisque les États-Unis, indépendamment du fait qu'il y ait des armes ou pas, de destruction massive, voulaient faire cette guerre. Donc ça n'a pas... Mais on a fait notre travail, quoi. Vous avez évoqué les bombes à Bagdad, que vous êtes parti quelques semaines avant les premières bombes. Est-ce que vous vous êtes déjà senti en danger pendant vos missions ? Alors, c'était un peu chaud à Bagdad, quand même. Surtout vu d'Europe, les gens avec qui je vis, les parents, la famille, etc. Sur place, un peu moins. On avait une perception un peu différente. Maintenant, c'était un cas un peu spécial, hein, ça a duré 6 mois. Après, dans mes travaux d'inspecteur, assez peu. En fait, dans 2 cas, je suis senti en danger. Et c'est 2 cas où j'étais en train de rouler entre 2 inspections. Donc le danger d'un accident de voiture, c'est de très loin le premier risque qu'on peut avoir dans un métier comme celui-là. Les risques radiologiques existent, sont faibles, mais ils existent. Mais il y a tellement de précautions qui sont prises. Tellement de mesures, et j'ai été contaminé 1 ou 2 fois, mais les seuils de détection ou d'alarme sont tellement loin des seuils à partir desquels il peut y avoir un problème de santé que en fait c'est vraiment pas le risque principal. Mais c'est pas le risque principal parce qu'on prend énormément de mesures de précaution. Vous avez déjà en partie répondu à la question, mais quels ont été les impacts de vos missions sur votre vie de famille ? Vous avez évoqué vos parents. Oui, alors j'évoquais le stress, mais bon, ça c'était dans le contexte particulier de l'Irak. Hein. Mais globalement, il faut avoir, sur ce genre de métier, c'est pas une décision qu'on prend seul, enfin, dans mon cas en tout cas, hein, c'est une décision familiale parce qu'il faut que la famille puisse fonctionner avec un des 2 parents qui part pendant 3 semaines, qui s'absente, avec pas trop de possibilités de revenir dans l'urgence. Donc c'est pas quelque chose d'évident. On a 3 à 5 missions par an, ça fait beaucoup de jours quand même, hein. On est autour de 100 jours par an. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui doit vraiment se travailler avec la famille, trouver un mode de fonctionnement qui le permette. Merci. Vous l'avez évoqué en début d'interview, le traité de non-prolifération nucléaire de 1968. Oui. Pouvez-vous nous expliquer simplement en quoi il consiste et surtout les enjeux qu'il a aujourd'hui ? Alors, donc, j'ai mentionné un petit peu les principes. Hein. Donc, les États se sont engagés en signant à ne pas développer la bombe atomique en échange de l'accès à la technologie nucléaire civile. Après, on peut se dire que c'est injuste. Pourquoi il y a 5 pays qui ont le droit de l'avoir et pas les autres ? Mais bon, le but, c'est pas d'être juste. Le but, c'est d'être pragmatique et d'éviter qu'on frôle l'apocalypse tous les 2 ans, comme ça a été le cas pendant la guerre froide. Donc moins il y a de bombes, moins il y a de pays qui ont la bombe,
moins il y a de chances que ça dérape. Le dernier gros incident qui est connu, parce qu'il y en a sûrement pas mal qui ne sont pas connus, c'était en 84. C'est pas si loin que ça. Et c'est le colonel chargé de la détection des menaces nucléaires américaines qui a refusé, contre tous les protocoles, contre ses ordres, de refuser de passer l'information qu'il avait détectée d'un certain nombre de missiles qui venaient des États-Unis. Parce qu'il trouvait ça un peu bizarre. Mais il a pris un énorme risque sur lui-même. Il avait raison, puisque c'était un bug du système. Mais s'il avait passé l'information, les généraux responsables de la puissance stratégique nucléaire soviétique à l'époque, ils auraient très bien pu appuyer sur le bouton, puisqu'il faut frapper très très vite une fois que les missiles ennemis ont décollé. Il ne s'agit pas d'attendre qu'ils atterrissent. Voilà, donc c'était pas si lointain que ça. Et traiter de non-prolifération, c'est aussi dans cet objectif-là. Après, les enjeux, oui, il y a des... l'enjeu, c'est quand même la destruction de l'humanité, puisqu'on on est passé de 5 fois la destruction de l'humanité à 1 ou 2 fois. Ça fait quand même encore beaucoup en capacité avec les têtes nucléaires qui existent. Donc, il s'agit de limiter ce risque. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre d'enjeux aujourd'hui qui font que le TNP est en crise. Le premier, c'est que les pays qui ont l'arme, les 5 dont je mentionnais, ne désarment pas. Au contraire, une partie du traité, c'était qu'ils s'engageaient à discuter au moins du désarmement. Or, aujourd'hui, ces 5 pays, ils augmentent leurs arsenaux. La France l'a dit il y a une semaine ou deux. Le modernise, etc., le développe. La Chine est en train de développer très vite son arsenal. Donc, cette partie-là, ça tombe. Il y a un certain nombre de pays qui ont triché, comme on l'a dit. Et puis, il y a la difficulté que les pays qui ont abandonné, qui ont refusé de développer la bombe en échange de ces technologies, ou qui l'ont abandonnée, ou qui... en fait, l'histoire récente nous montre que c'est plutôt les perdants. On peut citer beaucoup de cas, mais en gros, si on a la bombe, on a peur de vous et on fait très attention, comme la Corée du Nord, qui l'a déjà. Et puis si on n'a pas la bombe, on peut finir comme l'Iran, l'Irak. Et je voudrais juste citer le cas de l'Ukraine. L'Ukraine a abandonné les armes nucléaires qui étaient sur son sol de l'Union soviétique, les a renvoyées en Russie, en échange des garanties de sécurité de la Russie, qui s'est engagée à ne pas modifier, à ne pas attaquer l'Ukraine et à ne pas garantir en tout cas l'intégrité des frontières de l'Ukraine. Voilà, je vous laisse juge de ce qui s'est passé après. Ce n'est pas vraiment un exemple qui incite les pays à ne pas développer leurs bombes atomiques ou à abandonner leurs programmes ou leurs armes. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de difficultés aujourd'hui avec le TNP. Par rapport aux attaques du 28 février dernier sur l'Iran, la justification qu'ont apportée les États-Unis et Israël était simplement que l'Iran était en phase d'accéder à la bombe atomique avec toutes les technologies nécessaires. Y a-t-il des risques que la bombe atomique prolifère, et dans le cas de l'Iran surtout ? Alors, il y a 2 questions là. Donc, parlons d'abord de la première, la prolifération. Donc, j'ai dit, il y a beaucoup de pays qui peuvent être incités parce que c'est leur seul moyen de lutter, par exemple, contre des superpuissances, des hyperpuissances, la Chine, les États-Unis, de se garantir, ou de garantir la pérennité de leur régime, dictatorial ou pas. Donc, il peut y avoir des fortes incitations. Et aujourd'hui, c'est même des pays qui n'y pensaient jamais, l'Allemagne, la Finlande, le Japon, commencent à discuter de la possibilité de le faire, de se lancer dans la bombe atomique, parce qu'ils voient ça comme le seul moyen vraiment de se garantir leurs frontières contre des superpuissances militaires qui pourraient représenter un danger pour eux. Donc c'est des pays qui ont des capacités technologiques très significatives qui leur permettraient d'avancer relativement vite. Donc oui, il y a des gros risques de prolifération en ce moment, beaucoup plus qu'il y a 10 ou 20 ans. Même s'il y a eu évidemment des cas de prolifération, je ne vais pas revenir dessus. Donc, pour ce qui est de l'Iran, je ne vais pas aller je vais pas vous dire si l'Iran a la bombe ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est déjà que l'AIEA n'a pas de preuve que l'Iran a un programme actif militaire pour développer la bombe atomique. Pas de preuve qu'elle ait la bombe atomique non plus. Ce qu'on sait, ce qui est établi, c'est que l'Iran a triché, par contre, a caché énormément de choses à l'AIEA dans les années 2000. Pourquoi ? On peut se poser la question.
Il y a beaucoup d'activités qui auraient dû être soumises aux inspections et qui ont été complètement cachées par l'Iran. Et puis, depuis, l'Iran a développé un certain nombre de capacités qui, si l'Iran voulait développer l'arme atomique, seraient bien utiles. Voilà. Après, faire une bombe, c'est plus que fabriquer du plutonium ou de l'uranium qui va bien. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps. Donc, c'est pas parce on parle beaucoup de 400 kg d'uranium enrichi, il y a beaucoup de travail après pour en faire une arme. Voilà. Donc mais bon, je peux pas aller tellement plus loin là-dessus. Je laisse aux Américains le soin de dire ce qu'ils veulent. Mais voilà ce qu'on sait pour le moment, ce qui peut être établi et qui est assez clair pour tout le monde. Merci pour ces réponses très détaillées. Maintenant, nous avons beaucoup parlé du nucléaire à des fins militaires, mais il existe aussi le nucléaire civil. Quels sont donc les enjeux du nucléaire sur le plan environnemental et du point de vue scientifique, notamment dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, par exemple? Alors là, on va toucher à quelque chose d'extrêmement polémique. C'est un sujet assez toxique dans la mesure où il y a énormément de désinformation. Vous l'avez dit au début. Il y a des enjeux énormes. Il y a des enjeux idéologiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont viscéralement opposés, et on peut discuter des raisons pourquoi, mais qui sont viscéralement opposés au nucléaire civil, et de façon tellement forte qu'ils sont prêts à tout pour démontrer que c'est mauvais. Et de l'autre côté, on a des enjeux énormes économiques, avec des entreprises, toute une économie qui veut absolument minimiser s'il y a quelconque risque, parce que c'est des contrats sur 40 ans, c'est des dizaines de milliards d'euros, c'est énorme économiquement. Voilà, et on est coincé un peu entre les deux. En plus, c'est un sujet compliqué, c'est pas facile à comprendre. Donc, il y a énormément de désinformation partout. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que il y a deux, en fait. Alors, déjà sur le plan de l'effet de serre, déjà il faut bien redire que l'énergie nucléaire ne génère pas de gaz à effet de serre, sauf la fabrication du béton, mais on fait une fois et puis ça dure 40 ou 60 ans. Mais sinon, ça ne génère pas de CO2, ça ne génère pas d'autres gaz à effet de serre, de méthane, etc. Et l'autre paramètre, c'est que c'est quand même une énergie extrêmement puissante. Donc il faut se dire qu'avec 200 kg d'uranium brut, on arrive à produire autant d'électricité qu'avec 2,5 millions de tonnes de charbon. C'est tellement énorme qu'on a du mal à réaliser que c'est un vrai chiffre, mais c'est les ordres de grandeur. Voilà. C'est un réacteur, c'est 40 km², je crois, de panneaux solaires. C'est 1000 à 2000 éoliennes. C'est énorme. Et en plus, le solaire et l'éolien, il faut aussi des centrales à gaz et à charbon pour produire au moins autant, parce qu'il ne fait pas toujours beau et il n'y a pas toujours du vent. Voilà, donc en théorie, c'est quand même un moyen fantastique de produire de l'électricité sans carbone, décarboné. Maintenant, il y a deux enjeux d'environnement qui restent, qui sont importants. Alors, il y a les radiations, comme on dit en général, mais là, il faut vraiment mettre ça un petit peu de côté. Il y a beaucoup de fantasmes. On est plus à l'abri dans un sous-marin nucléaire que quand on habite dans une maison de granit en Bretagne. Et dans tous les cas, c'est les seuils légaux, quand on entend parler de ça a dépassé les seuils, c'est environ 1% du seuil à partir duquel ça peut avoir un impact sur la santé. Et en Bretagne, ils sont à 6 ou 7 fois ce niveau minimum. Voilà, donc mettons un peu ça de côté, et puis c'est très localisé aussi. Il reste deux problèmes, le problème des déchets et le problème des accidents. Le problème des déchets, c'est un vrai problème. Il y a des choses vraiment, vraiment méchantes qui sont produites quand on fait de l'électricité. C'est pas des gros volumes, donc ça peut être très localisé, mais ça reste un problème à traiter, effectivement. Mais c'est pas des gros volumes. Et puis, il y a la question des accidents. Alors là, en termes de désinformation, c'est encore pire. Sur Tchernobyl, par exemple, vous avez tous entendu parler, les évaluations du nombre de victimes, c'est entre 43 personnes et 1 million de personnes. Comment sur un sujet objectif, on peut avoir de tels écarts? C'est que forcément, le débat est pollué. Sur Fukushima, beaucoup de journaux très sérieux qui ont dit qu'il y avait eu 18 000 morts
de l'accident nucléaire. 18 000 morts, c'est le nombre de morts au Japon du tsunami. Et je n'ai pas trouvé une information précise sur une personne qui serait morte de l'accident nucléaire, en dehors de quelques accidents de chantier. Mais de radiation, je n'ai pas trouvé. Alors peut-être qu'il y en a, peut-être que... Mais voilà, on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement... Des gens qui parlent en vivant dans des réalités en fait, parallèles, complètement différentes. Donc le dialogue est extrêmement difficile. Et donc sur les accidents, moi je suis un petit peu sceptique. Il faut aussi remettre les choses à leur échelle. Hein. On a quelques personnes qui meurent chaque année d'accidents radiologiques. C'est à mettre en parallèle avec 1 à 8 millions de personnes qui meurent de cancer à cause du charbon dans le monde. Donc de 1 à 8 millions, 1 ou 2 à plusieurs millions. Voilà. Il faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte. Et moi, je voudrais juste dire une chose. On a le droit d'avoir son opinion, etc. Mais il faut toujours regarder les contre-arguments. 2 choses à voir. Quand vous lisez un argument pour ou contre le nucléaire, allez chercher, même si vous n'avez pas envie de l'entendre, allez chercher les contre-arguments pour essayer de comprendre vraiment le débat. La deuxième chose, c'est de regarder qui le dit. Voilà. Et quand vous avez un institut qui met le mot indépendant dans son nom, déjà, il faut être un petit peu suspicieux. C'est comme les républiques démocratiques. Il faut être un petit peu suspicieux quand il y a le mot démocratique dans le nom d'un pays. Voilà. Allez chercher la contradiction, allez chercher les informations, même si ce n'est pas votre opinion au départ, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Et puis essayer de comprendre le minimum au niveau des informations techniques. Voilà. Et même les journaux les plus sérieux racontent des bêtises incroyables. Voilà. Enfin, vous l'avez dit vous-même, le nucléaire, qu'il soit civil ou militaire, est quelque chose de très compliqué, qui est assez difficile à définir, mais ça n'empêche pas pour autant qu'il y ait beaucoup de jeunes qui envisagent une carrière dans le nucléaire, travailler à l'AIEA, où il y a plein d'autres possibilités. Donc ma dernière question pour vous aujourd'hui, auriez-vous des conseils à donner aux jeunes qui envisagent une carrière dans ce domaine ? Oui, alors je ne sais pas aujourd'hui, mais pendant très longtemps, sur la dernière décennie, le nucléaire n'était pas attractif. C'est vraiment quelque chose que les jeunes ne s'engageaient pas là-dedans, que ce soit des études d'ingénieur, etc. C'était plutôt sale comme sujet. Et puis il y avait des pays qui abandonnaient le nucléaire. Aujourd'hui, on est sur une renaissance. Il y a énormément de besoins. Même les pays qui abandonnent le nucléaire, ils doivent démanteler leurs installations. Il faut des ingénieurs, il faut des techniciens. Donc il y a énormément de demandes, pas beaucoup d'offres de personnes qui sont prêtes à travailler là-dedans. Donc il y a vraiment pas mal d'opportunités à prendre. Et mon seul conseil, c'est de partir d'études plutôt techniques et scientifiques pour aller, même si vous voulez aller sur des aspects plus politiques, managériales, décisionnaires, etc. Le chemin inverse, c'est quand même plus difficile. Je suis le parfait contre-exemple, puisque j'ai fait exactement l'inverse. Mais globalement, c'est quand même, si vous voulez, et je pense que c'est un secteur porteur, il faut essayer de vous investir dans les études plutôt scientifiques et techniques, dans ces branches-là, où il n'y a pas tellement de candidats. Et je pense que ça peut être intéressant. Merci beaucoup pour toutes vos réponses, c'était très intéressant. C'est ainsi que se termine cet épisode de l'Écho des rencontres. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir regardés aujourd'hui. Et encore une fois, merci Monsieur Chatelu pour merci à vous. Toutes ces précisions. Et on espère vous revoir une autre fois pour une autre intervention peut-être. Merci, volontiers. Au revoir. Au revoir.